Chaque jour en France, 15 000 trains circulent emportant à leur bord plus de 4 millions de passagers. Chaque année, 2 milliards de personnes passent par l'une des 3 000 gares françaises. Le chemin de fer a permis une accélération exponentielle des échanges. Pour accueillir ces voyageurs toujours plus nombreux, il faut sans cesse innover. Concevoir des trains plus performants, des gares plus accueillantes et compléter les 30 000 km de voies déjà existantes par de nouvelles lignes plus modernes. L'innovation est constante sur tous les domaines, la recherche acoustique, la recherche de la vitesse. Voilà presque 200 ans, le train a révolutionné nos vies. Il a redessiné notre territoire, changé notre notion du temps et permis à la France de s'imposer comme une nation maîtresse du transport ferroviaire. Nous avons atteint 380 km/h. Aujourd'hui, à l'heure où les énergies fossiles s'épuisent, le train écologique rapide et sûr s'impose toujours comme le transport de l'avenir. Quels hommes, quels visionnaires ont imaginé et rendu possible son développement? Comment fonctionne cette gigantesque machine à voyager 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Comment les Français sont-ils devenus des acteurs incontournables du chemin de fer mondial? Le TGV, ça c'est quelque chose de très fort. Sur coussin d'air ou à sustentation magnétique, à quoi ressembleront les trains de demain? Permettront-ils de traverser la France en 30 minutes comme certains l'imaginent? Puissance, vitesse, confort, sécurité, voici l'histoire étonnante du chemin de fer français. Trois petites heures. C'est le temps qu'il faut aux voyageurs du XXIe siècle pour traverser la France en TGV et relier Paris à Marseille. Avant le chemin de fer, le même trajet prenait une quinzaine de jours, sans la moindre pause, dans des conditions de confort et de sécurité bien inférieures. Le chemin de fer, d'un seul coup, va faire rouler à 100 km/h des choses qui roulaient à 5 km/h. Le train, donc, permet, par rapport à la diligence, un bond de 24 fois la vitesse. C'est le plus grand bond vitesse dans l'histoire de l'humanité. Le train a changé nos vies comme aucune autre invention. C'est au Royaume-Uni et non en France que le chemin de fer a vu le jour. De cet héritage anglais, nous avons gardé encore aujourd'hui la circulation à gauche sur les voies ferrées. Le train utilise une caractéristique physique très simple qui est le contact d'une roue d'acier sur un rail d'acier. Ce contact roue-rail génère extrêmement peu de frottement et donc en fait on n'a pas besoin d'amener énormément de puissance pour pouvoir emporter des charges importantes. Un wagon de chemin de fer de 20 tonnes, vous le prenez, vous appuyez, vous le poussez, il part. Il faut si peu d'énergie pour faire rouler un train. Quand il faut 10 chevaux pour tracter une charge par la route, il n'en faut plus qu'un seul pour tirer la même masse sur des rails. Le chemin de fer divise par 10 l'énergie et le coût du transport des marchandises. La première époque du train commence donc dans l'Angleterre minière, au début des années 1800. Le chemin de fer, à ses tout débuts, est conçu comme un outillage industriel. Les premières voies ferrées apparaissent autour des mines, et ce sont des chevaux qui tirent des wagonnets de charbon. Très vite, un Français entre en jeu. Sans lui, le train n'aurait sans doute jamais connu son fabuleux destin. Il se nomme Marc Seguin. Seguin, il va chercher en Angleterre le chemin de fer pour développer industriellement un territoire qui va de Saint-Étienne à Lyon. C'est un visionnaire de l'organisation du territoire. Entrepreneur de travaux publics et ingénieur touche-à-tout, Marc Seguin comprend immédiatement que le chemin de fer est le transport du futur. Mais il constate aussi que les premières locomotives à vapeur, qui remplacent petit à petit les chevaux, ont un rendement très faible. Pour y remédier, il met au point une innovation qui va tout changer. La chaudière tubulaire. L'idée de Marc Seguin a été d'introduire des tubes dans cette chaudière. Donc la surface d'échange entre le tube brûlant et l'eau qui va bouillir est évidemment multipliée par un facteur qui est énorme. Avec cette idée toute simple, Seguin parvient à décupler le rendement et la puissance des locomotives. Son innovation va permettre au train à vapeur de partir à la conquête du monde.
Un siècle et demi plus tard, les dernières locomotives à vapeur en usage utiliseront toujours la chaudière Seguin. En France, le roi Louis XVIII donne le coup d'envoi du développement du rail en 1823. Depuis des siècles, on utilise les routes et on utilise les voies navigables, mais ces deux modes de transport traditionnels étaient incapables de faire face à la demande croissante de transport. Louis XVIII fait le décret de la première ligne qui est allée donc de Saint-Étienne jusqu'à Andrézieux. Cette ligne est un affluent de la Loire. Vous voyez, donc on construit des petits tronçons qui amènent les marchandises jusqu'au fleuve. Mais tout de suite, on a vu qu'il était intéressant de transporter des voyageurs. Et là, c'est une révolution considérable. D'abord cantonné à la région lyonnaise, le chemin de fer français est encore confidentiel. Mais l'ouverture d'une ligne à Paris va totalement changer la donne. En 1837, Paris et les Parisiens inaugurent la liaison qui mène à Saint-Germain. Cette ligne qui relie la capitale au château de Saint-Germain-en-Laye va donner au chemin de fer français son réel démarrage. Le succès est fulgurant. En moins d'un an, plus d'1 million de voyageurs payent pour parcourir 19 km en 26 minutes. Fasciné par ces premiers trains, le public se presse malgré les mises en garde des scientifiques de l'époque. Dans les premiers temps, évidemment, le chemin de fer faisait peur, notamment les locomotives à vapeur. Des monstres d'acier qui soufflaient, plein d'huile, qui faisaient un bruit d'enfer, donc ça ne rassurait pas. C'est surtout Thiers, Adolphe Thiers, qui a dit « Ouh là là, le corps humain à cette vitesse-là va se décomposer ou en tout cas va ramasser des tas de pathologies. » Le grand savant français Arago disait « Ces gens attraperont des fluxions de poitrine, les femmes enceintes avorteront, on n'a pas besoin d'aller si vite, etc., etc. » Comme quoi on peut être un grand savant et dire des bêtises. Les prêtres, les évêques, même s'ils assistent à l'inauguration des lignes, lorsqu'elles sont inaugurées, en fait, ont très peur que le chemin de fer soit un élément favorable à la diffusion des idées révolutionnaires. L'obstacle principal est la géographie. Comment enjamber les fleuves ou gravir les montagnes? Très vite, on s'est heurté au relief du pays. Donc quand il y a des pentes qui sont relativement importantes, il faut trouver une solution. Parce qu'avec un train, on ne peut pas aller au-delà de 9% de côte. Donc il a fallu construire des tunnels, des ponts, voire des viaducs. Les routes collent au terrain, font des zigzags sur le terrain, mais montent très fort. Alors que les grands viaducs qui enjambent les vallées d'un seul coup, des choses que les Romains n'auraient même pas imaginées, encore moins les Égyptiens avec leurs pyramides, qui sont toutes petites à côté, ça c'est une création du chemin de fer à cause du refus des rampes et des pentes. On dit rampe quand on monte et pente quand on descend. L'ouvrage le plus célèbre, tout le monde le connaît, c'est le viaduc de Garabit, qui a été construit par Eiffel au-dessus de la Tuilière, qui est un ouvrage magnifique encore aujourd'hui. Actuellement, la France compte plus de 10 000 ouvrages d'art ferroviaire. La maçonnerie et le fer du 19e siècle laissent progressivement la place à d'imposantes constructions en béton sur les nouvelles lignes à grande vitesse. Mais de nombreux ouvrages d'art des débuts sont toujours en usage. C'est le cas du premier tunnel ferroviaire français, celui de Terre-Noire, à proximité de Saint-Étienne. Il voit encore passer chaque jour des centaines de voyageurs. Dès les années 1840, dans la foulée du succès des premières lignes, une multitude d'industriels privés se lancent dans la construction de nouvelles liaisons partout sur le territoire. Toutes ces compagnies sont à gestion privée et l'État va garantir les bénéfices. L'État distribue les concessions mais garde la maîtrise des tracés. C'est un préfet qui s'appelle Legrand, qui en 1842 va faire ce qu'on appelle l'étoile de Legrand. Il va prendre Paris comme centre et il va dessiner, en suivant les anciennes routes royales, les grands axes. Le génie français s'exprime dans l'organisation à partir de cette centralisation, dans la création d'un réseau cohérent avec des lignes principales, avec des lignes secondaires qui vont jusqu'à chaque chef-lieu de canton au moins. Les lignes principales vont à toutes les préfectures. C'est un génie administratif. Le chemin de fer, à partir du 19e siècle, a permis à ce que l'État impose sa présence sur l'ensemble du territoire, permettant de déplacer des troupes, le courrier,
des fonctionnaires. Et ça a permis également la généralisation du français. Donc le chemin de fer a unifié davantage la nation. Voici la carte qui montre comment le réseau ferré évolue entre la naissance du chemin de fer et la fin du 19e siècle. Si on regarde en effet une carte des voies ferrées françaises à cette époque-là, aucun point de l'Hexagone n'était éloigné de plus de 60 km d'une voie ferrée. En 1840, la très grande majorité des Français n'a jamais vu en vrai à quoi ressemble un train. En 1880, tous ou presque ont eu au moins une fois l'occasion de voyager grâce au chemin de fer. Sur chaque ligne du réseau, tous les 150 km, on a construit des gares. 150 km, c'est l'autonomie maximale des locomotives à vapeur, qui ont besoin d'être réapprovisionnées en eau et en charbon. Les gares maillent donc rapidement tout le territoire. Avant le train, les villes sont isolées les unes des autres. Les villes ouvertes sur le monde, c'est les ports. Et quand le train arrive, c'est une sorte de vaisseau terrestre qui fait que dans chaque ville, il y a un port qui s'appelle la gare. D'ailleurs, la gare, c'est un terme de navigation fluviale. Il y a un embarcadère, il y a des quais. Et donc toutes les villes sont reliées entre elles. Le réseau ferroviaire français, à partir du début du XXe siècle, il a son apogée avec pratiquement 40 000 km de ligne. Il y a eu beaucoup de compagnies de chemin de fer qui ont été créées. Et l'originalité, c'est que toutes ces compagnies souhaitent avoir une gare à Paris. Les gares parisiennes que nous connaissons aujourd'hui sont le vestige de cette époque où chaque réseau installait sa vitrine à Paris. Chaque compagnie voulait que son terminus soit plus grandiose que celui d'à côté. La compétition entre architectes était féroce pour offrir le bâtiment le plus majestueux. Il a fallu inventer un bâtiment qui n'existait pas jusque-là. Les architectes n'avaient pas de modèle. Les ports, on avait des modèles. Les banques, on avait des modèles. Mais la gare, dans l'Antiquité, il n'y a pas de modèle. Donc il a fallu créer ces bâtiments et leur donner un style qui fait qu'aujourd'hui, on les reconnaît toujours comme tels. Les gares s'implantent en limite des villes construites. D'ailleurs, elles prennent la forme de portes. Ces grandes arches. On a encore une très belle gare-porte, c'est la gare du Nord à Paris. Il y a juste le mur. Avant, je suis dans la ville. Après, je suis dans la halle qui abrite la machine qui va m'emmener. Voilà. Et puis, la ville va glisser vers cette porte, se construire. Et du coup, la porte va devenir palais. Donc, c'est un embarcadère avec ses salles de première classe, deuxième classe, troisième classe. C'était un peu comme dans les aéroports aujourd'hui. J'allais déposer mon bagage au départ et puis j'allais le rechercher à l'arrivée sur des tapis. Et puis, la ville va continuer, du coup, tout autour de la gare. Et alors, à partir de 1900, comme la ville est tout autour, eh bien, la gare dresse des campaniles. Ces campaniles, ce sont les horloges et les pendules. La notion d'horaire est l'un des apports principaux du chemin de fer à notre mode de vie. Le train a permis d'avoir une heure unique en France et les Français ont su quelle heure exacte il était puisqu'on regardait la pendule des gares. Avant le train, la France vivait à l'heure solaire. Il n'était donc pas la même heure à Strasbourg ou à Brest. Les chemins de fer ont uniformisé l'horaire et l'ont érigé en règle pour nos activités humaines. En voiture, fermez les portes, s'il vous plaît. Attention au départ. Fermez les yeux. Les rouvrir quelques minutes plus tard. Des centaines de kilomètres plus loin. Rêver à 300 km/h. Avec le train, ce miracle est devenu aussi banal qu'accessible. Se rappelle-t-on qu'il y a encore 2 siècles, le même voyage relevait de l'exploit et qu'il fallait parfois accepter de pousser son train pour poursuivre son voyage. L'origine de tous les problèmes, c'est qu'au départ, ça patine. Les locomotives s'essuyaient les pieds, comme on disait. Les locomotives des débuts du chemin de fer sont particulièrement sujettes à ces problèmes de patinage. C'est le cas de la Crampton, apparue à la fin des années 1840. Star de son époque, on la reconnaît au premier coup d'œil, à la présence de son énorme roue motrice haute de 2,10 m à l'arrière de la machine. Avant elle, les trains roulaient entre 50 et 70 km/h. Surnommée le lévrier du rail, la Crampton pouvait les tracter à 120 km/h une fois lancée.
Pourtant, dans certaines situations, elle se révélait si poussive qu'il a bien fallu imaginer des solutions. On n'a rien trouvé mieux que de mettre du sable. Ça consiste en quoi? Tout simplement un entonnoir au-dessus des roues. Et avec un système de pression, on appuie pour balancer du sable pour augmenter l'adhérence roue-rail. Et bien sur les TGV, les derniers, là, ceux qui sortent là, en 2016, on a toujours le bouton à droite, bouton pousseur de sablage, à utiliser lorsque les conditions météo sont un peu défavorables avec pas mal d'intempéries. Pour rendre les locomotives plus adhérentes et donc plus puissantes, on a aussi compris qu'il fallait augmenter leur nombre de roues motrices. Les locomotives à vapeur les plus abouties de l'histoire sont conçues sur ce principe et s'appellent les Pacific 231. 231, c'est-à-dire qu'il y a 2 petites roues porteuses à l'avant et 3 roues motrices derrière. Avec 3 roues motrices, reliées entre elles, et grandes chacune comme celle de la Crampton, les Pacific détiennent le record mondial de vitesse atteint par une locomotive à vapeur, 202 km/h. Le bel ouvrage à la française, c'est-à-dire ces locomotives magnifiques, extrêmement perfectionnées, de l'horlogerie, avec beaucoup de cylindres. C'est une très belle locomotive qui a son heure de gloire de 1908 jusqu'à 1970. Finalement, faire rouler des trains à des vitesses élevées n'a pas été l'étape la plus compliquée de l'histoire du chemin de fer. Techniquement, la vraie difficulté, ça a plutôt été l'inverse. Freiner. Le TGV roulant à pleine vitesse, par exemple, ne met pas moins de 3 km pour s'immobiliser. Freiner de tout temps, cela reste le grand défi du chemin de fer. Le freinage, au départ, se faisait à la main. Et cela posait évidemment d'importants problème parce que le système était encore lié à l'importance de l'intervention de l'homme. Au début du train, le freinage est donc l'affaire d'un homme, le bien nommé serre-frein. En voici un à l'œuvre sur une Crampton. Les serre-freins devaient chacun serrer donc ces freins qui étaient des freins purement mécaniques. Donc on avait quelque chose qui était vraiment extrêmement rudimentaire, pas particulièrement efficace dans certaines conditions et qui pouvait présenter également des risques. Ces risques. Un accident spectaculaire survenu en 1895 va particulièrement les mettre en évidence. On illustre la fameuse photo où l'on voit la locomotive à l'ancienne gare Montparnasse qui va au-delà des butoirs et traverse donc la façade de la gare. Résultat d'un freinage mal anticipé, cette erreur humaine fait une victime. Une marchande qui travaillait sur le parvis de la gare. Ce que vont chercher à faire les ingénieurs, c'est d'introduire des automatismes de plus en plus pour éviter la faille humaine. Cette recherche aboutit à une première innovation majeure. Elle porte un nom, le freinage continu. Il devient obligatoire sur tous les trains dès le début du XXe siècle. Votre frein de voiture, vous devez appuyer dessus pour le faire fonctionner. Le frein du chemin de fer, il freine par défaut. C'est-à-dire que pour démarrer un train, vous devez le défreiner. C'est-à-dire qu'il faut envoyer de l'air comprimé sur toute la longueur du train qui va écarter les sabots des trains. S'il y a une coupure, s'il y a une fuite, les sabots reviennent et freinent. Comme on dit, le chemin de fer, par défaut, il ne bouge pas. Ça permet, en cas de rupture d'attelage, d'avoir un freinage des deux parties du train, un freinage automatique, d'où le nom de frein automatique donné également à cette invention. Si plus rien ne marche, y compris le mécanicien qui s'est endormi, le train s'arrête. Le progrès est là, il est décisif et il ne changera plus jusqu'au TGV actuel. Le progrès, c'est que cette notion de sécurité est devenue primordiale dans le chemin de fer. Cette évolution est le résultat d'événements qui ont marqué les esprits, comme cette première catastrophe ferroviaire française, survenue un jour de mai 1842, à Meudon, près de Paris. C'était un train de loisirs, c'était un dimanche, et il revenait sur Paris
Après avoir emmené les Parisiens vers le château de Versailles. Un train de 1000 personnes, il n'aurait pas dû en contenir autant, et on met 2 locomotives l'une derrière l'autre pour que ça aille encore plus vite. Le système s'emballe. Et la première, elle se met à dandiner, elle se renverse, elle prend feu, elle fiche le feu à la deuxième qui fiche le feu à tout le train. Ils rôtissent, c'est un barbecue. Affreux. À l'époque, la fascination pour le train est énorme. Les compagnies luttent contre les resquilleurs qui grimpent dans les trains en marche. Elles ont pris l'habitude d'enfermer les voyageurs à clé dans leurs compartiments. Ce jour-là, ils sont pris au piège. On déplore 55 victimes, parmi lesquelles le célèbre explorateur Jules Dumont d'Urville, découvreur de la Terre Adélie. Comme dit Zola dans La Bête humaine, la machine s'échauffe. Les trains se succèdent, il faut encore des trains, encore des trains, encore des trains. Et à un moment donné, les trains se rentrent dedans. Et à partir de cet accident, on a ouvert les voitures de façon à ce que les voyageurs puissent éventuellement s'échapper. Grâce aux accidents, hélas, la technologie ferroviaire a pu aussi progresser parce que les ingénieurs, placés face à ces défis, sont obligés de trouver des solutions. Aujourd'hui, le train est perçu comme le moyen de transport le plus sûr. On ne se pose pas la question s'il va y avoir un accident en train. Il y a une confiance aveugle en fait en la technique. On peut se reposer en fait dans un train et sur le train. Ce qui explique cet attachement viscéral au ferroviaire. Embarqués à 300 km/h, il y a les cheminots que l'on voit et les autres. Avec la naissance du chemin de fer, c'est tout un ensemble de nouveaux métiers qui voient le jour. Aiguilleurs, ajusteurs, cantonniers. Le peuple cheminot va incarner un nouveau modèle social. Dès Napoléon III, c'est 200 à 300 000 personnes. Ça faisait peur au salon de la bourgeoisie, au passé. Mais toute cette armée qui peut, simplement en baissant un levier, paralyser le pays, ça faisait peur. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a coupé le chemin de fer en compagnies concurrentes, divisées pour régner. À proximité des dépôts et des gares de triage, les compagnies construisent et installent des cités cheminotes destinées à loger tous leurs employés. Le chemin de fer va amener la naissance de villes entières qui se situent là où il y avait avant un hameau. Donc le chemin de fer va amener un sentiment d'entre-soi très important. Les cités cheminotes, ça correspond à la philosophie de prendre en charge l'individu presque de la naissance à la mort. On retrouve le désir patronal de contrôler les ouvriers et d'attacher leur fidélité. Il est de votre devoir d'être saint, aussi bien pour votre famille que pour vos camarades de travail. Pour les compagnies, former ce personnel technique est un investissement long et coûteux. Alors on tient à le garder et on les chouchoute. Ils bénéficient d'avantages salariaux importants. Et pour les formater train, de génération en génération, la compagnie s'occupe aussi de la scolarité des enfants. Des compagnies cherchaient à embaucher des enfants de cheminots, en disant comme ça, ils seront disciplinés, ils travailleront bien, et leurs parents leur ont dit attention, tu vas rentrer au chemin de fer, c'est sérieux. Ils se mariaient évidemment entre eux, donc ils faisaient des petits cheminots, etc. Et les compagnies encourageaient ça. À tel point d'ailleurs qu'un non-cheminot, ça s'appelait un civil. Alors comme ça, monsieur fait des moyennes de 140. Oui, parfaitement. T'entends ça, Marcel? Monsieur, dame. Hé, à propos, qu'est-ce que vous avez comme voiture? Moi? J'ai pas de voiture, moi. Je conduis un train. Dans ce monde du rail, ceux qui travaillent à bord des trains tiennent une place à part. Dans le jargon cheminot, on les appelle les roulants, par opposition à ceux qui restent au dépôt ou en gare. Et tout en haut de cette hiérarchie, au temps de la vapeur, il y avait le mécanicien et son chauffeur. Le mécanicien, c'était celui qui était le conducteur, et le chauffeur, celui qui produisait finalement la pression, qui chargeait le charbon dans le foyer. On mariait, comme on disait, un chauffeur avec un mécanicien, ça formait d'ailleurs en général une équipe très pittoresque, qui devait très bien s'entendre pour faire fonctionner la locomotive. Il la bichonnait, il la suivait de très près, etc. Et cette équipe pouvait rester titulaire pendant des années de la même locomotive. Alors ça n'était pas extrêmement souple au niveau de l'exploitation, puisque lorsque l'équipe était indisponible, a priori la machine restait au dépôt.
Seuls à bord de leur locomotive, ces deux hommes scrutaient l'horizon pour s'assurer qu'aucun obstacle ne se dresse devant eux. Mais comment les prévenir si le train précédent avait pris du retard et s'il y avait danger à avancer sur la voie? Avec l'augmentation du trafic, il faut concevoir un système de signalisation pour orchestrer ce ballet de trains. Alors au tout début, il n'y a pas de signaux. Il y a des cantonniers le long de la voie ferrée, à peu près tous les kilomètres, et qui présentent un drapeau pour dire que la section suivante est libre. Il est évident que c'était extrêmement insuffisant. Alors heureusement, Samuel Morse a inventé en 1842 le télégraphe. Et donc le chemin de fer s'est développé immédiatement avec le télégraphe. Le préposé de la gare d'après pouvait télégraphier à la gare de départ « J'ai vu le train passer, il est passé, vous pouvez envoyer le train suivant ». Pour que la précision et la sécurité deviennent absolues, il faut attendre les premiers systèmes de transmission électrique vers 1870 et l'invention de la signalisation par ce qu'on appelle le bloc système. On a envoyé du courant dans les rails et le train avec ses roues en acier faisait un court-circuit. Donc tant que c'était court-circuité, c'est que le train était là. Et quand le train quittait le canton au sémaphore suivant, à ce moment-là, on voyait la lampe qui s'allumait. La voie était libre, on pouvait y aller. Ce système de bloc système était évidemment fondamental pour la gestion des flux puisque le trafic ne cessait de s'accroître. Comme sur route, des panneaux et signaux sur le côté des voies complètent ce système automatique. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de la vitesse des trains, l'œil humain n'est plus capable de lire correctement ces signaux. Au-dessus de 160 km/h, la machine doit suppléer l'humain. Et c'est la voie, les rails eux-mêmes, qui transmettent les indications au train qui les parcourt. Le conducteur les lit sur son tableau de bord. On peut fermer à la limite le store dans la cabine de conduite, et là, on a toutes les indications de vitesse, la signalisation qui est reprise en cabine. Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon. On va faire passer un 17 000 là devant toi, et on va te lâcher juste derrière. À distance, les régulateurs du trafic peuvent suivre la position de chaque train à chaque instant sur les voies. Plongés dans leurs occupations, les passagers ignorent tout de ces contacts permanents qui relient leur train au vaste système du réseau ferré. La seule chose qui compte vraiment pour eux, c'est d'arriver à l'heure et de voyager dans leur petit confort. Le confort, justement. Dès l'origine, c'est le grand atout du chemin de fer. Les sièges, garnis de tissus spécialement créés, s'harmonisent avec cet ensemble confortable et parfaitement étudié pour le bien-être de tous. Par rapport à la diligence, les roues en fer sur les pavés, ça secouait, on se cognait la figure, on mettait des oreillers, vous voyez. Alors que le train, c'est un confort merveilleux, ça glisse. Comme en bateau, le confort à bord dépend de la classe dans laquelle on voyage. Du plus luxueux en première classe au plus spartiate en troisième classe. Oh, j'aimerais vous emmener dans une belle voiture de première classe, la compagnie PLM vers 1910 avec les velours, les tissus, les accoudoirs, les pompons. Qu'est-ce qu'on était bien. Et c'était moelleux, on s'enfonçait là-dedans. Alors que les sièges en troisième, c'était des lattes en bois. Les compagnies faisaient exprès pour pousser les gens à voyager en seconde ou en première. Parce qu'un peu de dentelle et de rembourrage, ça ne coûtait pas cher. Ce qui coûte cher, c'est le train, la voie, la locomotive. Mais le rembourrage, c'est quasiment gratuit. Le luxe ne coûte pas cher, seulement c'est ce qui rapporte le plus. En pratique, seule la très haute société peut se permettre de voyager en première. 9 voyageurs sur 10 utilisent la troisième classe, jusqu'à sa suppression en 1956. De plus en plus puissante et de plus en plus rapide, les locomotives à vapeur symbolisent la révolution du train. En moins d'un siècle, elle a changé le mode de vie des Français et a permis de se déplacer comme jamais auparavant. Mais au tournant du XXe siècle, une nouvelle technologie s'apprête à faire entrer le train dans une ère encore plus moderne et révolutionnaire. C'est celle de l'électricité. Adieu vapeur, pression, foyer, cylindre. Parlons maintenant volt, ampère, résistance, tension.
Au début des années 1900, cette technologie est encore balbutiante. Mais les premiers moteurs électriques permettent déjà de transformer cette énergie en mouvement mécanique. On l'utilise d'abord sur de très courtes distances, et notamment à Paris, où l'on commence à se préoccuper de la pollution causée par les locomotives à vapeur. Très vite, l'électricité révèle ses avantages par rapport au charbon. La révolution de la traction électrique, c'est assez simple à expliquer. Une locomotive à vapeur, ça roule 2 heures de temps et ça s'arrête pendant 8 heures. Il faut remettre 5 tonnes, 7 tonnes de charbon, il faut nettoyer les tubes, il faut refaire le feu, il faut vider la chaudière. Alors que la locomotive électrique, elle marche jour et nuit. D'abord, elle n'a pas de charbon, elle n'a pas de sac à dos à traîner avec l'eau, le charbon. Elle marche 23 heures sur 24. En plus, le charbon coûte très cher. Alors, dans les pays qui avaient beaucoup de charbon, ça allait encore. Sauf qu'avec l'industrialisation du monde, il y a eu une crise charbonnière. En particulier, après la Première Guerre mondiale, le charbon valait de l'or parce qu'on en manquait. Quand on électrifiait une ligne, l'économie de main-d'œuvre d'une part et de combustible de l'autre permettait d'amortir très rapidement les coûts énormes d'une électrification. Pas besoin de faire des études socio-économiques très poussées. Si la France fait partie des nations pionnières de l'électricité, c'est grâce à son relief montagneux. Dans les Alpes ou les Pyrénées, on a l'idée d'utiliser la force des torrents pour alimenter des turbines et produire du courant bon marché, alors que le charbon qu'il faut faire venir de loin coûte bien plus cher. Ces régions vont donc servir de laboratoire pour le train électrique. En 1910, l'une des premières lignes électrifiées françaises ouvre donc dans les Pyrénées-Orientales. C'est celle du train jaune, aussi surnommé le Canari de Cerdagne. La ligne s'étend sur plus de 60 km et détient le record d'altitude d'une voie ferrée en France. Pour ces premières lignes électrifiées, on a opté pour un système de 3e rail. La locomotive est munie d'un patin sur le côté qui frotte en continu contre ce 3e rail électrifié. Ce contact assure l'alimentation du moteur et entraîne les roues du train. C'est un nouveau système d'électrification qui est extrêmement capricieux et instable. Alors pour ce transpyrénéen qui effectivement passe à des altitudes extrêmement élevées, il y a beaucoup d'orages, il y a beaucoup de foudre. On a même vu en 1911 des boules de feu circuler sur le 3e rail. C'est pour vous dire que les problèmes électriques étaient à l'époque très mal connus. C'était encore une technique de laboratoire finalement et rien d'autre. Pour les lignes suivantes, on va donc opter pour un autre système. Les trains vont capter leur courant en hauteur, en touchant un fil électrifié suspendu au-dessus de la voie. Le pantographe, par son contact continu avec la caténaire, reçoit le courant électrique à 1500 volts. Le pantographe, c'est ce bras articulé qui capte sur un fil le courant et le transmet au moteur de la locomotive. La caténaire, ce sont les câbles et les supports qui tiennent le fil électrifié tendu au-dessus des voies. Pour éviter que le point de contact ne se fasse toujours au même endroit, ce qui provoquerait l'usure du pantographe, la caténaire court en zigzag au-dessus des rails. L'électrification, on sait dès 1918 que c'est l'avenir. On ne s'y trompe pas. Dès les années 1920, les premiers plans d'électrification à grande ampleur sont lancés. Mais les efforts sont dispersés car chaque compagnie les fait dans son coin, avec ses propres normes de courant, de fréquence et de puissance. Il y a une compagnie, disons, pionnière, c'est la Compagnie du Midi. Et à la veille de la guerre, on a quelques grandes lignes qui sont déjà électrifiées. Pour uniformiser et mieux gérer ses investissements, l'État prend alors une décision importante. En 1938, il ordonne le regroupement de toutes les compagnies ferroviaires existantes sous la bannière d'une seule, la Société nationale des chemins de fer français. La guerre va interrompre cette modernisation du réseau, mais l'électrification redémarre de plus belle au moment de la reconstruction. La France, qui a été échaudée par la défaite de 1940, décide de devenir une grande nation industrielle. Ça veut dire que notre pays va se lancer dans la modernisation de ses chemins de fer de manière tout à fait remarquable, et dans la volonté, là comme ailleurs, d'atteindre son indépendance nationale. Et on s'en est donné les moyens. L'électrification du réseau ferré transforme durablement le paysage.
Pour faire passer le train, il faut ériger des lignes à haute tension et des transformateurs le long des vallées et des axes de circulation. Alors l'électricité va permettre d'électrifier aussi la France, d'avoir un réseau de distribution. C'est en effet grâce aux infrastructures construites d'abord pour le train que la plupart des foyers français vont pouvoir rapidement être raccordés au réseau électrique, jusque dans leur salon. Dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français ont repris leur place dans la hiérarchie ferroviaire. Ils se permettent un grand coup d'éclat en signant plusieurs records mondiaux de vitesse sur rail. On a décidé de reprendre des essais à grande vitesse et des records de vitesse qui étaient essentiellement allemands, on a dit ils vont devenir français. En voiture pour le record du monde. Nous avons battu successivement 2 records du monde. Un premier en 1954 entre Dijon et Beaune à 243 km/h. Et ensuite, en 1955, on a atteint 331 km/h. Bien, un avion qui s'essaye à la course. Les Américains avaient même, la presse américaine avait même loué un avion pour voir le train dérailler. Et notre concurrent aérien a bien du mal à tenir la vitesse. En fait, ce n'est pas une, mais 2 locomotives électriques, la CC 7107 et la BB 9004, qui vont décrocher ce record de vitesse à 331 km/h. À un jour d'intervalle, sur la même voie des Landes, les 2 machines de conception française vont inscrire leur nom dans l'histoire. Les Français voulaient frapper un grand coup et montrer que plusieurs de leurs constructeurs étaient déjà très au-dessus du niveau mondial. Ils avaient démontré que l'adhérence ne s'effondrait pas. Et que donc, sous réserve qu'il y ait un besoin économique, une volonté politique, le chemin de fer était un moyen de transport qui pouvait un jour espérer rouler à des vitesses de 250-300 km/h. En tout cas, ce n'est pas physiquement qu'il trouverait une opposition. Avec ces records mondiaux, la démonstration de la supériorité de l'électricité n'est plus à faire. Mais il reste une partie du réseau qui ne voit pas passer assez de trains pour qu'il soit rentable de l'électrifier. Sur ces lignes-là, la vapeur continue jusqu'en 1974 et un nouveau type de train apparaît. Les plus connus se prénomment Picasso ou Micheline. Ce sont les autorails qui fonctionnent au diesel et passent à la pompe comme les autocars. La Micheline roulait effectivement sur des pneumatiques fabriquées par Michelin. Avec ses pneus au contact du rail, cet autorail procurait plus de confort à ses passagers. Il était moins bruyant et vibrait moins que les trains classiques. La vraie Micheline n'a pas connu le succès escompté. Par contre, le nom était tellement populaire que les gens ont conservé dans l'inconscient collectif le terme de Micheline pour désigner tout ce qui était autorail. Aujourd'hui encore en France, 20% du trafic ferroviaire n'est pas propulsé par l'électricité. Il est assuré par les descendants de ces autorails, les TER du XXIe siècle. Au cours des années 1960, les trains des grandes lignes commencent à sentir la concurrence des voitures et de l'avion. Il est temps d'évoluer. On lance alors le Capitole, un train qui circule tous les jours à 200 km/h entre Paris et Toulouse. Alors déjà, on va étendre le 200 km/h sur le réseau classique avec d'autres trains, donc des trains qui étaient à l'époque des trains de luxe. Et puis, à un moment donné, on va s'apercevoir que cela ne suffit plus. Le train arrive à Toulouse-Matabiau dans quelques minutes. Nous espérons vous revoir prochainement. Merci. Le Mistral ou le Capitole ne sont peut-être pas l'avenir de la SNCF parce que ce sont des trains de luxe, ce n'est pas la démocratisation de la vitesse. Dès 1965, un ingénieur de la SNCF écrit qu'il faudrait concevoir des autoroutes ferroviaires à l'image de l'autoroute du Nord qui en fait est en train de grignoter des parts de marché sur le Paris-Lille. La France des années 70 est confrontée à un choix technologique. Les trains du futur devront-ils rouler ou voler?
Le défi de la grande vitesse se joue autour de deux projets concurrents. L'un, le TGV porté par la SNCF, l'autre, l'aérotrain porté par l'industriel Jean Bertin. Jean Bertin est un ingénieur de l'aviation, passionné par les chemins de fer et qui veut faire des avions prisonniers qui volent à 5 cm de la voie. Une piste en béton, on la voit toujours près d'Orléans. Donc c'est un avion sans ailes. L'aérotrain de Bertin, c'était donc une cellule d'avion, en gros, et le train est à cheval sur un rail en béton qui a la forme d'un T renversé. C'est un réacteur d'avion qui pousse et qui en même temps alimente un coussin d'air qui soulève l'avion de quelques centimètres. Donc il glisse sur un coussin d'air. C'est magnifique. Très vite, l'aérotrain est testé sur une voie d'essai grandeur nature. Il atteint la vitesse prodigieuse de 422 km/h. Piqué au vif, la SNCF somme son service de recherche de réagir. Le gouvernement dit à ce moment-là, dans les années 60 à la SNCF, « Eh, il y a Bertin, c'est pas mal son truc, là, ça fait du 400, vous n'avez pas quelque chose ?» Et en fait, ce projet Bertin a été considéré comme un potentiel concurrent et donc ça a encore accéléré en quelque sorte la réflexion des ingénieurs pour défendre l'autre solution qui sera celle du TGV. Faisons énormément d'essais à grande vitesse, plus que n'importe quel autre pays, ce qui va permettre le lancement du projet Paris-Lyon en 2 heures. Ce projet donne naissance au TGV 001, le prototype du TGV actuel, qui a déjà presque tout du définitif. À une différence près, il n'est pas électrique mais propulsé par une turbine à gaz. Face à ce nouveau concurrent, l'aérotrain montre rapidement ses limites. On avait oublié d'abord la capacité. Il ne s'agissait pas de faire un seul véhicule, il fallait qu'il y ait un train de véhicules si on voulait répondre à la demande. Et puis avec Bertin, on était obligé de tout reconstruire, et c'est un système incompatible avec le préexistant. C'est comme si vous faisiez une voiture qui va plus vite que les autres, mais qui ne peut pas aller sur les routes. Alors que le TGV, on ne reconstruit rien, on ajoute. Parce que le TGV, il est capable de quitter sa voie à grande vitesse pour aller tout doucement. Il va partout. C'est un train comme un autre. Puis il y a un autre problème, c'est que quand vous êtes dans un train qui est suspendu par des coussins d'air, vous devez utiliser de l'énergie pour le sustenter en permanence. Tandis qu'un TGV, une fois qu'il roule à 300 ou 320 km/h, qu'il atteint sa vitesse, il roule une partie de son voyage sur l'air. C'est l'inertie du train qui, en fait, maintient le mouvement. Sur un TGV de Paris à Lyon, on peut considérer que pratiquement le tiers du kilométrage, le conducteur peut se laisser entraîner dans les pentes et ensuite profiter de l'énergie cinétique acquise à la descente pour pouvoir remonter la côte suivante. Finalement, le gouvernement décide de lâcher Bertin et son aérotrain au profit du TGV. Certains encore considèrent que ça a été une erreur de ne pas adopter ce projet. Bertin, d'ailleurs, a dépensé toute sa fortune pour essayer de faire aboutir ce projet. C'est un des échecs, comme l'histoire peut nous en réserver. L'énergie abondante et bon marché, c'est déjà le passé. Ce qui enterre définitivement l'aérotrain, c'est finalement la crise pétrolière de 1973. Le train sur coussin d'air est jugé trop gourmand en kérosène à une époque où le prix du carburant est multiplié par 4. Le TGV 001 doit lui aussi opérer une transformation radicale. Sa turbine à gaz est remplacée par une motorisation électrique. La légende, elle est née par le fait que les TGV, c'est les premiers trains à grande vitesse. Donc on était dans l'inconnu et il n'y avait rien d'autre sur la planète. On était les premiers en France. On est passé du 210 km/h des Japonais à 260 km/h, puis ensuite ultérieurement à 300 et aujourd'hui à 300. Comme les précédents records de vitesse l'ont montré, on sait qu'il faut construire des voies renforcées pour atteindre ces vitesses en exploitation. On construit donc les premiers tronçons des lignes à grande vitesse réservées aux seuls TGV. À nouveau, le paysage français se transforme et les voyageurs adoptent immédiatement ce TGV inauguré en 1981 au profil si reconnaissable.
Et donc le TGV renoue avec le mythe du train, qui était à la fois donc, le transport terrestre le plus rapide, et en même temps, le mode de transport très familier. On est sur le quai, on voit arriver la bête humaine, elle n'a plus de vapeur, mais elle glisse sur les rails, elle a son nez pointu, et on est fiers qu'elle vous emmène très très vite à l'autre bout du pays. Le TGV, d'un seul coup, ça va effectivement diviser par 7 le temps de parcours. C'est fort. Et pourtant, les amateurs de chemin de fer n'aiment pas le TGV. Les gens disent « Oh, on rêve pas là-dedans. C'est fonctionnel, c'est sinistre. » Oui, mais vous savez, quand à 7 h du soir, vous êtes à Marseille après une journée, et vous dites qu'à 10 h, bon, vous serez à Paris, à 11 h dans votre lit, ça fait rêver, hein. Les Français impriment leur marque dans l'évolution du chemin de fer. 372 km/h. Le TGV bat successivement tous les records de vitesse. 318 km/h, puis 380, 380 km/h sur la... 515 et enfin 574,8 km/h. Je répète, 574,8 km/h. Philippe Merville était à bord de ce train qui détient, aujourd'hui encore, le record absolu de vitesse sur rail. On n'est pas dans une Formule 1, on n'est pas plaqué au siège lorsqu'on commence à accélérer. Mais à un moment donné, si vous voulez, on se rend compte que les arbres, notamment les poteaux caténaires, défilent très très vite. Et quand on voit le film qui a été tourné, on entend ce TGV passer comme un bolide, comme une fusée. Même les personnes qui étaient sur le pont ont senti la dalle du pont se soulever, se rabaisser avec le souffle du vent. Mais le TGV, ce n'est pas simplement le train électrique qui roule le plus vite de l'histoire. C'est aussi un train conçu comme aucun autre avant lui. Le système TGV est un système remarquable. La France est partie sur le concept d'un train articulé. Autrement dit, on a une sorte de serpent, une sorte de boa. Ça consiste en quoi? C'est que, comme un accordéon, même si ça déraille, ça ne va pas partir dans tous les sens. Ce qui porte les roues et les essieux d'un train et lui permet de s'orienter dans les courbes, c'est un chariot qu'on appelle un bogie. Sur les TGV, ces bogies ne sont pas placées comme sur les autres trains. Les bogies se trouvent entre les voitures, alors qu'un train conventionnel est composé de voitures qui reposent chacune sur 2 bogies. Un avantage important d'ailleurs de cette conception, c'est qu'on diminue la résistance à l'avancement du train au niveau aérodynamique, puisque l'on peut en quelque sorte surbaisser la rame entre les bogies. Sur un TGV, fini les soufflets entre les wagons. Tout doit être lisse et offrir un carénage sans aspérité. La forme est étudiée pour accroître les performances de vitesse. L'aérodynamisme en grande vitesse est extrêmement important. Cela rejaillit par exemple sur la forme du nez du TGV. Ça rejaillit sur l'ensemble du train puisqu'il faut créer le moins de césure possible entre les véhicules. Il faut veiller à la manière dont l'air s'écoule sous le train. Au bord de la route, le TGV, on l'entend toujours avant de le voir. Le bruit qui est prépondérant, ce n'est pas, comme on pourrait le penser, le bruit du roulement à grande vitesse, mais c'est l'écoulement des flux d'air sur les parois du train. Le TGV, le système TGV, c'est une invention française et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Fleuron du savoir-faire français, le TGV s'est exporté en Espagne, en Corée du Sud et en Italie. En 2016, il a enfin décroché son premier contrat aux États-Unis. La future génération du TGV reliera bientôt Boston à Washington. On peut constater qu'à l'heure actuelle, la course à la vitesse pure est rentrée dans une phase de plateau. Le train, il a gagné la bataille contre l'avion et contre la voiture sur certaines distances. Le train est imbattable sur 600-700 km. C'est la vitesse optimale économique. C'est pas la peine d'aller plus vite, vous ne remplirez pas plus le train. On sait rouler très vite, très vite, au-delà des 320. Après, il faut voir tout le problème commercial, quoi, le coût.
Il faut toujours mettre en rapport finalement le nombre de minutes que l'on gagne par rapport à la dépense supplémentaire en termes de maintenance, de coût de l'énergie. Ce n'est pas pour rien que le TGV nouvelle génération a comme donnée d'entrée le fait d'avoir un train qui soit 30% moins cher tant à l'achat qu'à l'entretien. On ne lui demandera pas de rouler plus vite. Mais les ingénieurs ne renoncent pas pour autant à leur rêve d'un train du futur qui irait encore plus vite. Un train qui ne roulerait plus forcément sur des rails. La volonté d'inventer autre chose que des trains pour faire ce que faisait le train est très ancienne. Des trains comme des téléphériques qui auraient une poutre, des monorails, des trains sur gyroscope, etc. L'un de ces trains appartient déjà au présent. Il s'agit du Maglev, qui circule déjà sur des lignes expérimentales et en exploitation commerciale au Japon, en Corée du Sud et en Chine à l'aéroport de Shanghai. C'est un train qui est très très coûteux. Est-ce que ça sera le train de l'avenir? On ne sait pas. En tous les cas, ce sont des recherches là aussi qui ont été commencées très très tôt. Le principe, c'est que vous avez donc un véhicule qui est sustenté par un champ magnétique et produit par des électroaimants très puissants. Donc le véhicule flotte en quelque sorte sur un champ électrique. En termes de puissance, il va aller à 500 km/h, mais la dépense d'énergie due à la résistance de l'air augmentera d'autant. Pour aller plus vite, sans dépenser plus d'énergie, il faudrait donc s'affranchir de la résistance de l'air. C'est l'idée de l'autre projet de train révolutionnaire, l'Hyperloop du milliardaire Elon Musk. Il pourrait un jour circuler à 1200 km/h. Pour le moment, l'Hyperloop est du domaine de la recherche pure. Le principe, c'est un train qui se meut dans un tube, et en faisant le vide dans ce tube, avec l'aide de pompes, on pourrait théoriquement propulser des sortes de moulets, en fait d'obus, justement, habités, à des vitesses qui pourraient atteindre ou dépasser la vitesse du son. Alors c'est un projet évidemment qui fait rêver, parce qu'on va pouvoir évidemment rapprocher les continents. Imaginons qu'on fasse un tunnel qui nous permette un jour d'aller très loin, d'aller même, pourquoi pas, jusqu'au Japon, pourquoi pas. Même la SNCF y croit. Elle participe activement au financement du projet. C'est une idée fantastique. Reste ensuite à pouvoir la traduire en termes de transport de masse à grande vitesse qui fonctionne tous les jours avec une disponibilité voisine de 100%. Dans la réalité, si on veut qu'un moyen de transport puisse concurrencer le train, il faut que ce moyen de transport, le jour où il arrivera sur le marché, soit au moins aussi sûr, ça reste à démontrer, au moins aussi fiable et pas plus cher. Pour l'heure, aucun de ces projets de train futuristes n'égale encore les performances du bon vieux chemin de fer. Pour les spécialistes, le train tel que nous le connaissons a encore de beaux jours devant lui. Le train a un avenir fantastique. Rien ne remplacera très certainement le contact roue-rail qui fait le chemin de fer traditionnel. Il y aura toujours le train. Après, sous quelle forme, ça, c'est difficile de se prononcer, parce que le train résulte d'un choix politique, à mon sens, d'un choix de société. Et le train permet, c'est vrai, un brassage encore de population, une certaine mixité sociale. Avec le train, c'est très curieux. On aurait pu se dire, comme je peux me téléphoner, voir, skyper, etc., je vais plus aller voir les autres. Bon. Or, c'est pas ce qui se passe. Plus je peux skyper, plus je veux aller voir. Il y a la redécouverte finalement de la richesse de la présence directe. Et le train facilite cette mise en présence des gens. Et ça, c'est inscrit dans nos gènes, quoi.